Bonjour, bienvenue à cet atelier sur les soins du nouveau-né, gracieuseté par Tralala. Dans cet atelier, vous allez vraiment apprendre à découvrir différentes facettes des soins du nouveau-né, en passant de la tête jusqu'aux pieds. On va explorer l'alimentation, le sommeil, les soins traditionnels, comme simplement juste laver son bébé. On va parler des selles du bébé, des urines du bébé. En fait, toutes les choses qui peuvent vous chicoter, vous travailler et des choses que vous n'êtes pas nécessairement sûr ou que la question est juste un peu bizarre, puis ça vous tente pas trop de passer pour quelqu'un d'un peu étrange en posant cette question. Donc, dans cet atelier, je veux juste vous offrir des informations, vous amuser, rigoler avec le réalisme de ce qui vous attend. Dans ce volet, nous allons traiter un peu sur l'alimentation du nouveau-né. Donc, c'est bien important de se rappeler que le bébé qui vient de naître n'a pas nécessairement le même concept de faim que nous, l'adulte qu'on connaît, avec les gargouillis, avec les « ah, j'ai une baisse de tension » et même ce qu'on appelle en anglais le terme « hangry », être fâché et avoir faim tout en même temps. Donc, le bébé ne va pas nécessairement nous montrer ce côté. Par contre, qu'est-ce que le bébé a comme talent? Il est né avec des facultés de communication. Il est en mesure de vous dire « Hey, allô, j'existe, j'aimerais que tu puisses rentrer en relation avec moi et me présenter quelque chose à manger. » Donc, dans ce cas-ci, ça peut être le sein ou encore le biberon. Donc, on va juste voir un peu quelles sont ces capacités-là du bébé à rentrer en relation avec soi. Bien important, je ne vais pas nécessairement m'embarquer sur toutes les problématiques liées à l'accouchement. Je vais plutôt rester en surface générale et si jamais il y a des questions qui sont hyper pertinentes à votre cas, qu'on a besoin de faire du sur-mesure, n'hésitez pas de contacter Tralala, il y a Pam, il y a moi, Vanessa. On va se faire un plaisir de vous aiguiller pour vraiment bien répondre à un besoin spécifique. Mais prime abord, on reste dans le généralisé ici. Alors, lorsque je parle d'un bébé qui est né, c'est un bébé né à terme avec toutes ses pleines capacités. Donc, on prend un exemple d'un bébé né à 41 semaines et que tout va bien, l'accouchement s'est relativement bien passé, tant pour maman que tant pour bébé. Alors, dans un contexte comme si on a un bébé qui a des facultés de ce qu'on appelle d'éveil et de sommeil. Lorsqu'il est en moment d'éveil, ce bébé, justement, va peut-être se manifester en ouvrant les yeux, en clignant, en cherchant aussi à écouter d'où provient le son. Il y a aussi des choses aussi subtiles que des mouvements au niveau de la bouche, comme des becs, peut-être du tétage ici, sortir la langue. Et vous allez peut-être remarquer aussi des gestuels. Donc, son visage va possiblement se tourner. C'est pas juste en lien avec le son, mais le bébé va chercher à se tourner vers une chaleur. Donc, si on a un bébé dans nos bras, comme ici, le bébé aura peut-être tendance à vouloir tourner sa tête vers la source de chaleur. Donc, la source de chaleur qui serait la poitrine, le creux du bras, va chercher aussi à entendre le cœur qui bat. Ce sont des points de repère que le bébé connaît très, très bien et c'est aussi très apaisant pour le bébé d'être dans cette situation. Si jamais vous avez un bébé qui dort peut-être dans une couchette ou peut-être qu'il est à côté du lit de vous, vous allez peut-être vous apercevoir justement ces mouvements de tourner la tête. On retrouve aussi des mouvements où le bébé peut commencer à bouger, s'étirer, faire des sons comme des ou vous pouvez voir quelque chose de beaucoup plus rare qui sont comme il va arquer un petit peu, les jambes vont peut-être bouger. Ça veut dire que le sommeil est presque terminé et que le bébé est presque en état d'éveil. Une fois que l'état d'éveil est présent, vous allez réellement voir les yeux qui rentrent en relation. Donc, les yeux vont chercher à regarder en lien direct probablement avec vos yeux ou les yeux de la personne qui va tenir le bébé.
Il cherche un peu à faire comme « Ouh, coucou, coucou, est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un me regarde? » Donc, n'hésitez pas de regarder votre bébé. N'hésitez pas aussi de prendre votre bébé, de le garder proche de vous. Une fois que le bébé il est proche de vous, vous allez peut-être remarquer un phénomène de fouissement. Donc, le fouissement, c'est de vraiment nidifier la tête du bébé vers la poitrine. Il va chercher à juste faire un peu un petit nid tout près de vous. Et puis, un autre qui est le classique, c'est un peu le pic-bois, où la tête va reculer et puis boum, on recule et boum, on tape sur le sein. Pendant ce processus, peut-être que vous allez observer la bouche qui s'ouvre, la bouche qui se ferme, mais ce sont tous là des réflexes d'entrer en relation, d'entrer en communication avec vous. C'est pour ça que c'est quand même assez important de les observer et ne pas faire « Ah, ben si bébé pleure pas, c'est parce qu'il n'a pas faim. » Et malheureusement, c'est encore un peu véhiculé ce message de « Faut attendre que parfois bébé pleure parce qu'au moins on est sûr que bébé a faim rendu là. » Mais mettez-vous à votre place de votre bébé un instant. La dernière fois, vous étiez peut-être pas dans un bon moment, que les choses marchaient pas bien, que c'était un peu frustrant et quelqu'un vous propose « Tiens, mange, 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 je te dis, ça va passer, mange, mange. » Ça peut devenir très irritant. Le bébé n'a pas autant d'outils pour accompagner sa détresse, sa frustration, peu importe ce qu'il est en train de vivre. Donc, ce qui fait que des fois, ça peut rendre la petite crise un petit peu plus punchée. Donc, d'où pourquoi on essaie d'attraper le bébé dans un état d'éveil qu'on appelle calme. Le calme ne veut pas dire nécessairement que c'est silencieux. Il y a certains bébés qui vont couiner, qui vont faire des squeaks, des sons, ils sont très sonores, des fonds de gorge, des un peu comme un cheval ou des chèvres. Ce qu'on cherche, c'est l'état calme. C'est que le bébé n'est pas en mouvement qui est très brusque, mais vraiment plutôt dans un mouvement fluide. Si jamais vous attrapez votre bébé dans des mouvements plutôt brusques et vous voyez qu'il commence à perdre un peu patience, juste le ramener dans un état beaucoup plus calme, l'apaiser, de descendre le niveau, un peu comme vous. Ça devient important de se calmer avant de s'alimenter et la même chose est vraie pour un bébé. Donc, le bébé va faire ce qu'on appelle aussi son apprentissage dans le calme. Donc, rappelez-vous les moments où vous étiez peut-être stressé à l'école puis quelqu'un vous impose, vous inflige « Non, c'est important, il faut apprendre ça, là, il faut! » Ben, bébé va ressentir ces mêmes types de pression. D'où pourquoi le parent qui va alimenter le bébé, relaxez avec votre bébé. Prenez une bonne respiration, amenez-vous à un niveau de calme, créez un environnement qui est très propice à une intimité, à une communication, même je vous dirais, un peu intime, coquette, pour justement laisser planer ce dont vous avez besoin pour réussir soit l'allaitement ou soit l'alimentation au biberon. Donc, on cherche des qualités comme le calme, on peut chercher des ressources comme juste être apaisé, d'être soulagé, d'être accompagné. Donc, ces choses-là se font souvent dans un environnement qui est plutôt low-key que justement stress qui est autour de nous. Et ce qui stresse le parent va définitivement stresser bébé. Alors, ce qui stresse le parent va surtout stresser le bébé. Déjà, on vient de setter un peu l'ambiance. L'environnement est là. Quel type de comportement doit-on avoir comme parent maintenant pour introduire l'alimentation au bébé? Encore là, peut-être le sein, peut-être le biberon, on ne sait pas, ça sera votre choix. Mais le type de comportement à vous à avoir, c'est juste simplement observer où est votre bébé dans son cycle. Est-il dans un cycle d'éveil? Est-il dans un cycle de sommeil? Et s'il est en sommeil, est-ce qu'il est bientôt en train de se réveiller? Est-ce que vous attrapez justement les mouvements du les petits étirements, la tête qui bouge, la bouche, le tête, peut-être même qu'une main vient, puis on tête. Dans ces cas-là, l'invitation est la suivante.
Au lieu de laisser le bébé peut-être dans son Moïse ou dans le siège de voiture, prenez le bébé immédiatement sur vous. Même si ça veut faire prolonger le sommeil de quelque peu à cause du confort ou juste la chaleur maternelle, paternelle ou d'un autre humain, c'est correct. Mais soyez prêts justement pour introduire soit le sein ou le biberon dans le moment où justement l'éveil va devenir beaucoup plus alerte. Les yeux vont vraiment s'ouvrir et il va y avoir cet échange de yeux à yeux. Il va y avoir aussi les autres signes comme on a parlé, de tourner la tête, de fouisser et un peu de pique-bois. Quand vous attrapez ces cues-là et que votre bébé est calme ou peut-être un petit peu agité ici où on sent justement les pieds qui vont bouger, c'est correct. La pleine crise, c'est surtout le moment où on ne veut pas nécessairement introduire le sein pour ce bébé-là. Il n'est pas nécessairement dans une optique de bien apprendre la mise au sien. Il y a un peu de frustration peut-être, il y a une incompréhension, il y a peut-être quelque chose de trop qui se passe et le bébé a besoin de juste faire descendre la note. Donc on attend et idéalement, même si vous êtes sur le biberon, on ne veut pas nécessairement donner le biberon dans un moment de crise ou dans un moment que quelque chose se passe pour le bébé. On veut attendre après parce qu'on veut ramener justement cet état de relation entre bébé et vous. Voilà, vous avez déjà des cues qui sont présentés à vous de « Ah, c'est pas nécessairement faim comme un adulte, mais j'ai assez d'énergie pour être réveillé et pas endormi tout le temps. » Qu'est-ce que vous pouvez faire quand je suis réveillée? Ah, c'est la mise au sein. Lorsque je suis calme, lorsque je suis capable de juste rester en contact relationnel avec vous, ça va super bien. Quoi pas faire? Présenter le sein et le biberon lorsque je suis en crise et je veux rien savoir. C'est pas nécessairement le bon moment de présenter l'alimentation. J'ai aussi apporté le concept que souvent dans des endroits hospitaliers, on recommande justement l'allaitement ou le biberon aux 3 heures. Prime abord, c'est vrai. Par contre, il y a des bébés qui ont des besoins très particuliers. Il y a certains bébés que peut-être à cause de l'accouchement ou une prématurité, les pédiatres ou le corps médical va vous indiquer la meilleure chose à faire pour assister justement sa croissance et le développement du bébé. Et il y a des bébés qui sont nés normaux et corrects et pour eux, peut-être que le 3 heures, c'est pas assez rapproché. Ou il y a des 3 heures qu'on peut étirer à 4 heures, 4 heures et demie parfois. C'est que ça devient des fois difficile de naviguer toujours aux 3 heures et ça fait en sorte qu'on comble pas toujours le cycle de bébé qui est l'éveil et sommeil. Ce qui peut causer justement des frustrations pour le parent qui sent l'obligation d'aller réveiller le bébé. Puis des fois, ça peut être un petit peu brutal, ça peut être d'enlever le pyjama, ça peut être de gratter les pieds, ça peut être des barbouillettes d'eau froide. Il y a plein de trucs que le corps médical peut suggérer ou des professionnels qui vont vous dire quoi faire pour aider le bébé à maintenir un cycle de 3 heures. Si tout va bien et que votre cue, justement, est l'observation des couches, si elles se remplissent bien avec du pipi, si vous retrouvez des selles, pour l'instant, souvent, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, autre que juste continuer votre processus et attendre justement le moment d'éveil ou quand vous êtes sur le bord d'attraper d'aller chercher votre bébé tout de suite, de préparer le sein ou encore préparer le biberon et l'administrer au bébé et pas toujours attendre la crise ou pas toujours attendre que réellement le bébé est là. Allô? Allô? Donc, on fait un peu de prévention, je vous dirais. Prévention dans le sens qu'on attrape les signaux qui sont là. Et oui, comme tout parent qui se respecte, ça va arriver que vous allez manquer quelques cues de votre bébé. Ça va arriver que vous êtes peut-être dans la douche et que le bébé a tout manifesté les signes et que vous sortez de votre douche et c'est la panique générale.
Ça va arriver à tout le monde. C'est impossible d'être consistant à 100% et des fois, les bébés ont des cycles qui vont vous surprendre, qui vont passer de sommeil à boum, éveil et c'est la catastrophe. Ça peut être aussi un peu leur personnalité d'être très extrême, très rapide. Donc, faites-vous-en pas. Rappelez-vous, on l'amène plutôt dans un état calme et attendez la réceptivité de la part de votre bébé. Donc, attendez à ce que le bébé est capable de bien vous regarder et que les yeux sont ouverts à un certain degré. Donc, déjà là, ça devrait vous partir du bon pied. Maintenant, on va juste prendre un instant pour décortiquer les 72 premières heures de vie de votre bébé. Je vous transporte tout de suite après l'accouchement. Vous avez votre bébé dans les bras. Il est enfin arrivé aux joies, au soulagement ou « Oh non! » Vous vivrez bien les émotions qui vont être attachées avec tout à ce moment-là. Pendant la première, deuxième, troisième heure de vie du bébé, souvent le bébé va avoir un éveil. Il va être attentif. On vient juste d'en parler justement, les cycles éveil-sommeil. Prenez le temps de laisser bébé se manifester un peu lui aussi lorsqu'il arrive. C'est assez choquant pour un bébé et parfois même il y a des expériences qui peuvent être traumatisantes pour un bébé de passer d'un monde liquidien à un monde justement aérien où l'air est plus frais, où il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de luminosité que lorsqu'il était justement dans l'utérus de maman, il n'y avait pas autant d'intensité autour de lui. Donc, donnez à ce bébé la chance de se déposer. Souvent, on compte peut-être une trentaine de minutes après l'accouchement. C'est là que le bébé commence à démontrer des signes. Et on vient juste d'en parler. Vous pouvez observer les yeux qui vont se déplacer, la tête qui va bouger, peut-être un fouissement dans la poitrine de maman, peut-être un peu de pique-poids, peut-être du tétage de la bouche, de la lèvre, de la langue. Et dans ces moments-là, vous pouvez commencer à introduire le sein à bébé. Il y a certains bébés, si vous suivez le rythme naturel, ils vont faire une petite marchette puis ils vont venir s'agripper au sein. Ou si vous êtes plutôt traditionnel, comme dans les corps hospitaliers, on vous propose la madone ou la madone inversée ou peut-être le football pour la première mise au sein. Peu importe ce qu'on vous propose, maman, sentez-vous super à l'aise avant. Donc, on se rappelle que votre corps va participer au bébé. C'est important que vous vous sentiez relativement bien, relativement confortable, même si après un accouchement, c'est pas simple d'être confort à 100%, mais du moins, on veut enlever le plus de pleurs d'oignon possible et vous mettre dans la zone de confort, zone gagnante en fait pour vous et de créer le lien, créer le rapport avec le bébé. Donc, une fois que bébé tente la mise au sein, peut-être que vous avez l'aide de quelqu'un, peut-être que ça se fait automatiquement, bébé, hop, pouf, il est allé chercher le mamelon. C'est parfois magique et des fois, c'est parfois frustrant. Donc, il faut juste s'armer de patience. C'est les premières mises au sein. Donc, bébé peut être justement un peu endormi, un peu plutôt explorateur. Peut-être qu'il fait juste licher le sein, prendre connaissance, un peu comme le dating. On teste un peu notre date, ce qu'on veut pas, on ne sait pas encore. Mais une chose est sûre, le bébé va finir par se manifester s'il n'y a rien d'extrême qui s'est passé pendant l'accouchement. Donc, la mise au sein, la prise au sein, ça va dépendre justement de la mesure du sein, la mesure du mamelon, la mesure de l'ouverture de la bouche de bébé. Donc, ça va aller faire peut-être des petites flamèches ou peut-être que tout ça va bien marcher. Soyez patient. Très patient, parce qu'une mise au sein, quand c'est la première fois, étant pour l'adulte, étant pour le bébé qui le fait, même si c'est votre deuxième, troisième bébé, c'est toujours votre première expérience avec un nouvel être, une nouvelle bouche, une nouvelle forme. Donc, on apprend à connaître.
Et on se rappelle qu'apprendre à connaître, des fois, on n'est pas toujours habile. Des fois, c'est le partenaire, donc le bébé, qui n'est pas tout à fait rendu là, à ce niveau-là. On fait juste donner l'espace de l'exploration. On peut prendre un instant et imaginer justement, ah, succès, mise au sein, voilà, c'est fait, on laisse aller. Le bébé peut rester accroché 5 minutes, il peut être accroché pendant 2 minutes, relâcher, revenir, peut-être qu'il va rester accroché pendant 10 minutes, s'endormir, peu importe. Les scénarios, vous allez probablement les expérimenter vous-même. Sachez juste que les prises au sein dans ces premiers moments, ce ne sont pas quelque chose qui vont durer extrêmement longtemps et que ce ne sera pas une remise au sein facile et aisante qui se fait comme par magie, comme si le mouvement était répété des millions de fois. On y va au rythme de vous et on y va au rythme de bébé. L'important, c'est qu'il y a eu une première mise au sein, un premier contact, si on veut. C'est une première introduction. Dans cette première introduction, il va y avoir une quantité de colostrum qui est administrée au bébé. Donc, pas vous inquiéter. C'est pas le volume qui est important maintenant pour le bébé, c'est vraiment ce colostrum-là. Ce colostrum-là va juste aider le bébé à maintenir justement son énergie pour le prochain éveil. C'est le transporter dans son sommeil, lui donner assez pour que, il puisse se réveiller et puis qu'il puisse demander encore d'être en relation avec vous pour avoir une autre mise au sein, pour avoir d'autres colostrums. Et puis, voilà le cycle. Une fois que le bébé a fait sa première tétée, il va s'endormir. Dans ce sommeil qui peut durer peut-être même jusqu'à 6, 7, 8 heures si on n'intervient pas, le bébé va vraiment rentrer dans un sommeil archi profond. Ce qui fait en sorte que des fois, mettre la barre du 3 heures fait un bébé qui n'est pas toujours content de se faire réveiller ou ça peut faire un bébé qui est excessivement somnolent parce qu'on n'a pas respecté nécessairement son besoin intense de récupération. Dans un contexte, si on est en centre hospitalier, on peut insister. On peut garder le bébé très proche, encore représenter le sein, même s'il a une prise pendant 5 minutes, c'est parfait. Le colostrum fait sa job. Sachez aussi que pour tricher un peu dans ces premières heures-là, si vous avez un bébé qui est très somnolent, vous pouvez venir justement exprimer du colostrum de votre sein, le prendre et venir installer directement les gouttes de colostrum sur la langue de bébé. Même si celui-ci ne va pas déglutir et tenir le sein, le fait qu'il l'absorbe va lui donner assez d'énergie, encore une fois, pour maintenir son sommeil et le transporter dans un éveil de qualité et non pas un éveil de somnolence très profond comme un bébé qui ne va pas très bien. C'est normal qu'un bébé ait besoin de beaucoup de sommeil après son accouchement, après de vivre cette transition-là. On a besoin justement de se déposer, tant les émotions, tant les sensations. Même chose est vraie pour bébé, on laisse aller là-dedans. Par la suite, votre séjour à l'hôpital peut être de 24, 48, 72 heures. Tout dépend de vous, tout dépend de la façon que vous avez accouché. Lorsqu'on arrive à la maison, c'est là que le party traditionnellement commence. Et lorsque je parle de party, je ne veux pas nécessairement dire les parties que vous avez probablement eu beaucoup de plaisir à l'université. C'est un tout autre party. Peut-être que vous avez entendu parler du fameux nuit du lait et des pleurs. Donc, selon vous, qui pleure ici? Sûrement pas bébé. Sûrement pas maman. Sûrement pas papa. En fait, c'est tout le monde qui pleure. Ça peut être une nuit qui peut être assez taxante, tant pour le parent, tant pour le bébé aussi. C'est cette fameuse nuit-là qui peut survenir peut-être à la 48e heure, donc tout dépendamment comment bébé est né. Mais dès que le soleil commence à se coucher, votre bébé va commencer peut-être à se démontrer un peu plus irritable, va vraiment être
insatisfait, vous allez tout faire, le bercer, le shaker légèrement, le de vraiment changer les couches, de le garder en portage, du pot à pot. Vous avez juste un bébé qui est carrément insatisfait, qui chigne, qui fait des bruits, qui a peut-être même justement de l'air dans son abdomen, puis qu'on entend des blablabla, puis il fait des pets, il est juste malheureux, il est juste pas bien dans sa peau. Eh bien, rassurez-vous, c'est un réflexe. Le réflexe est vraiment le réflexe de la nuit, du lait et des larmes. Ce bébé vit une cassette, il vit une programmation absolument nécessaire à sa survie. C'est pas quelque chose qu'il est en mesure de contrôler, donc c'est un réflexe. Exactement, on a beau se dire, OK, mets pas ta main dans le feu, puis ça va partir. Il y a des gens qui sont capables de le faire, mais ça prend une pratique. Dans ce cas-ci, pour le bébé, c'est son réflexe de survie. En fait, ce qu'il est en train de dire avec des pleurs un peu intenses, avec la demande d'être au sein fréquente et même probablement plus rapproché qu'à toutes les 3 heures, il va peut-être téter, puis après ça s'endormir pendant 20 minutes et puis la catastrophe encore, on remet sur le sein. Le fait que c'est tout chaotique, il a justement besoin de dire au cerveau de maman, « Hey! Écoute, t'as accouché, maman. Je suis bel et bien en vie, t'as plus de placenta, ça va bien, je suis vivant. Maintenant, j'ai besoin de lait pour survivre. » Et parce que le bébé pleure, parce que le bébé se manifeste, parce que le bébé tète beaucoup sur le sein, il fait des vidanges alvéolaires, il stimule justement les seins, il aide l'échange hormonal qu'on a besoin justement pour commencer cette sécrétion plus abondante de prolactine. Donc, la meilleure chose à faire pour cette nuit-là, c'est de vous armer encore un peu de patience. Prenez le temps, les parents, de peut-être bien vous installer dans votre nid ce soir-là. Prenez le temps de bien manger, de vous hydrater, de peut-être trouver des stratégies comme « OK, peut-être ce soir, on va aller prendre une marche quand ça va devenir intense ou on va se relayer. Moi, je vais peut-être prendre un bon bain pendant 20 minutes ou une douche chaude pendant 20 minutes où je veux juste avoir du silence. » Donc, trouvez quelques petites stratégies. Je le sais que vous ne saurez pas qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, mais du moins, vous allez déjà préparer un peu votre boîte à outils. Maintenant, pour bébé, c'est sûr que je peins une extrémité ici pour que vous sachiez si jamais vous avez un bébé qui est beaucoup plus chill, c'est pas grave, c'est juste la nuit du lait et des larmes. Mais si vous avez un bébé qui s'exprime beaucoup, qui pleure, qui est inconsolable, qui vraiment demande le sein, puis non, oui, non, dort 20 minutes, se réveille, c'est encore la catastrophe. C'est correct, ça fait partie de son développement. Il y a des bébés qui vont avoir beaucoup moins d'intensité que peut-être pour eux, ils ne seront juste pas endormis. Ils vont peut-être juste réclamer le sein, s'endormir, puis ça va bien aller, puis peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'effet dans ce réflexe-là. Mais pour les parents qui attrapent le bébé, qui se manifeste grandement, ça peut être tout un choc absorber ceci. Donc, parents, trouvez-vous un game plan, peut-être une petite bouteille de vin, peut-être un petit verre de vin aussi, ça l'aide à juste se calmer. Ou encore trouver d'autres stratégies qui vont faire en sorte que vous allez trouver quand même votre bien-être malgré le tout. Pendant cette nuit du lait des larmes, votre bébé, si vous avez un bébé qui se manifeste beaucoup, qui pleure, qui est très, très demandant vocalement, vous pouvez aller prendre justement un peu d'eau, mettre votre doigt dans l'eau et le déposer sur la langue de bébé. Je ne dis pas que ça va être la solution miracle pour faire arrêter les pleurs du bébé, mais ce que ça va surtout faire, c'est que ça va aller humidifier la bouche à bébé. Donc, rappelez-vous peut-être les moments où vous avez pleuré beaucoup, où c'était peut-être un petit peu intense, la bouche était sèche. Combien ça fait du bien des fois d'avoir juste une petite gorgée pour
hydrater la bouche, c'est déjà plus confortable. Et pour le reste, on laisse aller le réflexe. C'est absolument rien d'autre que vous pouvez faire dans cet instant-là, autre que de placer le bébé sur le sein, autre que peut-être, si vous avez choisi l'alimentation au biberon, de juste lui donner. De toute façon, même si vous lui donnez autant qu'il réclame au biberon, vous allez probablement remarquer que le bébé va régurgiter. Donc, l'estomac, il est fait avec ce mécanisme que s'il y a du trop plein, ça va se vider. Et puis, c'est une programmation, c'est un réflexe. Donc, même si vous croyez avoir besoin de supplémenter avec le biberon, je vous inviterais à peut-être tenter la nuit sans supplémenter, mais de continuer la mise au sein et de juste comprendre que ça fait partie d'un réflexe. Et observer un peu le temps, la chronologie de quand est-ce que cette crise commence. Cette nuit-là va commencer dès que le soleil va se coucher et ça peut perdurer jusqu'à 10h, 11h, minuit, 1h, 2h du matin. Et il y a un point où justement, après tout ce moment où le bébé a tété, pleuré, il va s'endormir. Et quand vous, le parent, surtout maman, quand vous allez vous se coucher, on s'endort, et puis souvent on se réveille vers peut-être 6, 7, 8 heures le matin et mon Dieu, les seins sont différents. On sent justement une chaleur, on sent un picotement, un fourmillement. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Donc, c'est vraiment dans ce moment-là que le lait va arriver. C'est avec ce sommeil-là que les choses vont avoir le temps de se placer. Les hormones vont venir, les alvéoles vont commencer à s'activer beaucoup plus. Mais on a besoin justement de cet effet de temps-là. D'où pourquoi c'est important des fois de ne pas supplémenter tout de suite au biberon, de se dire « Ah, ça y est, le bébé n'est pas capable, là, il va mourir sa vie. » là. En fait, s'il pleure beaucoup, s'il s'exprime beaucoup, c'est parce qu'il y a assez d'énergie pour se manifester et rendre cette cassette-là, ce programme-là, très réel pour vous. Ce qui serait vraiment quelque chose à remarquer puis à vous poser des questions, faire comme « c'est si vous avez un bébé qui est complètement léthargique, que vous soulevez un bras puis il va redescendre, qu'il n'y a pas vraiment un éveil qui est là ou présent et même peut-être que la fontanelle va commencer à se creuser et à pulser. Ce sont là vraiment plus des cues pour vous dire « Oh, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien avec le bébé » et que là, c'est vraiment un apport probablement nutritionnel ou il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on n'est pas au courant encore ou qui n'a pas été attrapé avec un pédiatre. Donc ça, c'est plutôt vos signes à vous dire « OK, je vais peut-être poser des questions ou peut-être appeler le 811 dans un contexte comme ceci. » Pour le reste, c'est réellement tout le réflexe qui est mis en branle pour justement faire chute d'hormones de grossesse et élévation d'hormones d'allaitement. Donc voilà cette fameuse nuit du lait et des larmes. J'espère que déjà en sachant certains cues, certaines choses, ça va vous apporter un niveau de confort ou de confiance pour cette nuit-là et que vous allez passer à travers et que ça va être un événement c'était pas si pire. Donc, après cette fameuse nuit de lait et des larmes, que maintenant vous connaissez les ins and outs, que vous êtes armés, outillés, je vais vous transporter avec le concept de chronobiologie. Malheureusement, j'aimerais vous dire que cette fameuse nuit du lait et des larmes est un phénomène complètement unique et que c'est un once in a lifetime. C'est vrai que c'est une fois dans une vie, c'est vrai que c'est la naissance de l'allaitement qui se produit pour les parents qui choisissent l'allaitement ou même l'alimentation mixte. Peu importe comment vous nourrissez bébé, le réflexe va être là. Par la suite, la nuit du lait et des larmes et le phénomène du 72 heures environ, et puis la chronobiologie va continuer à se perpétuer. Donc, cette chronobiologie-là va probablement ressembler beaucoup à ce que vous avez expérimenté. Donc, moindrement que le soleil commence à se coucher, vous allez commencer à avoir des irritations de la part du bébé, peut-être un peu plus d'interaction, des sommeils moins profonds, des tétés possiblement qu'on appelle les tétés groupées, mais que c'est pas vous qui avez décidé ça, c'est vraiment le bébé.
Il va être plus vocal, il va être beaucoup plus demandant, énergivore possiblement. Eh bien, cette chronobiologie-là fait partie du réflexe un peu des 72 premières heures de vie, comme je vous ai expliqué. Ça vient du temps qu'on était chasseurs-cueilleurs, que pendant justement les hommes partaient à la chasse, les femmes, elles, restaient dans le village, cueillaient aussi, c'est un petit peu agricole. Et on pense que les prédateurs pouvaient venir facilement. Alors, c'était important d'avoir le silence. Donc, pourquoi les bébés ont tendance à dormir un peu plus dans le jour et c'est des sommeils qui sont bien profonds. Et puis, quand le soleil commence à redescendre, c'est exactement comme les chasseurs-cueilleurs, du moins les chasseurs qui revenaient dans la tribu, les bébés pouvaient se permettre d'être justement vocal bruyants parce que la tribu, elle est protégée. Ça veut dire quoi en contexte moderne maintenant? Dans le contexte moderne, ça veut dire souvent des bébés qui sont un petit peu plus maussades pendant cette période de temps-là. Ça fait que vous allez peut-être pas manger vos repas très très chauds pour les soupers. Ça fait peut-être beaucoup de demandes de la part du bébé, une attention toute particulière, de le tenir, de le changer souvent, d'être là pour lui. Donc, ça peut être une période qui est un petit peu plus demandante que les autres phases de la journée. Dans cette période-là, on entend aussi les parents dire « Ah, mon bébé fait des coliques, c'est pour ça qu'il ne file pas ». Une vraie colique, c'est vraiment quelque chose qui arrive imprévisiblement dans une journée, qui va durer minimum 3 heures dans une journée et que ça arrive 3 fois dans une semaine. Et le mot magique ici, c'est que c'est imprévisible. Si jamais vous remarquez votre bébé qui semble avoir des coliques vers l'heure du souper, c'est pas nécessairement la colique réelle comme on la connaît du point de vue médical. Souvent, ce qui arrive dans ce moment-là, c'est vu que le bébé est éveillé et qui est peut-être un petit peu plus chigneux, chialeux, la bouche s'ouvre, il avale beaucoup d'air et c'est vrai que ça peut justement donner des gaz intestinaux, mais justement, il va pas bien téter parce qu'il est un peu irrité, il est comme tanné un peu de sa journée, il y a un trop-plein. Ce serait l'équivalent d'un bon verre de vin presque pour l'adulte. Il a besoin du sein, ça marche, ça marche plus. Et ce qui fait en sorte justement qu'il avale de l'air. Des fois dans ces moments, il n'est pas nécessairement habile encore à bien contrôler les états. C'est juste encore le réflexe. Cette période peut durer jusqu'à 2 mois ou encore 3 mois. Ça dépend toujours de l'évolution de votre bébé. Ça dépend s'il est né prématuré, s'il est né à terme. Donc, essayez pas nécessairement d'infliger un horaire à votre bébé. Avant ce temps-là, il est juste neurologiquement incapable de vous suivre. Biologiquement, son cerveau n'est pas capable de suivre un horaire. Il suit vraiment sa biologie interne, son cadran interne, ce qui fait en sorte que oui, c'est vrai que ça se peut que ça soit lui le boss pendant les 2 à 3 premiers mois de vie. Et c'est là qu'on commence à apporter le concept de l'alimentation et de l'avoir en attente. Ça veut dire, ah, OK, c'est l'heure du souper. Là, ça serait le temps que je puisse te nourrir parce que ça marche socialement avec nous. Ah, OK, tu veux une tétée à 8 heures, mais moi, maman, elle aime ça, aller prendre sa douche à 8 heures. Donc, tu vas être capable d'attendre 15 minutes. Tiens, je te mets dans les bras de papa et puis je vais aller prendre ma douche, je reviens. OK, là, je te prends. Donc, c'est vraiment plutôt l'alimentation à la demande qui se fait dès plus l'âge de peut-être 2 mois et demi, 3 mois. De toute façon, vous allez voir vraiment le gap qui va se faire au niveau de votre bébé neurologiquement, émotionnellement. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se débloquent. C'est magique. C'est le 3 en fait. Donc, une fois que vous avez franchi cette étape-là, vous allez voir que les journées vont être complètement différentes à partir du 2-3 mois et que là, il va être en mesure de vous suivre un peu plus dans un horaire et une routine de jour. Maintenant, vous êtes beaucoup plus éclairé sur l'alimentation, sur les cycles du bébé. Rappelez-vous que ça dure juste un temps, même si c'est parfois un peu intense et désagréable. Et rappelez-vous
que d'infliger un horaire, c'est pas toujours gagnant parce que le bébé n'a juste pas la compréhension. Donc, c'est comme si on apprend un concept d'un étudiant de maternelle et qu'on lui montre un concept universitaire. C'est des mots, c'est une idée, mais il n'a juste pas les étapes entre pour les comprendre. Et ce que ça finit par faire, mais c'est que ça crée des attentes et un peu de frustration plutôt sur le côté parental que sur le côté du bébé. Le bébé vit simplement sa biologie. Maintenant, vous êtes pas mal outillé pour naviguer le 0 à 3 mois avec tous les concepts de l'alimentation à l'éveil et d'attendre à l'alimentation à la demande vers le 3 mois. Vous connaissez la chronobiologie, vous avez toutes les cues que vous avez besoin justement pour attraper la demande de votre bébé. Maintenant, je vais juste bonifier le tout avec le concept de gain de poids. Qu'est-ce qui fait peur des fois avec l'équipe médicale ou encore le parent? Est-ce que bébé prend du poids? C'est important. Sachez que dans les 3 premiers jours de vie, donc les 72 premières heures de vie, le bébé va perdre son poids de naissance. Voyez-le un peu comme le bébé est né comme un raisin. Et puis, pendant les jours qui suivent sa naissance, il devient un raisin sec. Donc, pouf, il perd son poids d'eau. Et c'est pour ça que c'est important de bien s'assurer que le bébé s'alimente. Donc, la mise au sein très fréquente, et ça, même si c'est des blocs d'1h30, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures. On veut justement éviter les gros stress de bébé. Donc, si j'ai un bébé qui est très loin de moi, c'est un bébé qui pourrait être un peu stressé, c'est un bébé qui pourrait avoir froid. Donc, c'est mieux d'avoir bébé qui se sert de nous comme chaufferette. C'est aussi très sécurisant pour un bébé de reconnaître les personnes avec qui il était entouré lorsqu'il était dans l'utérus. Donc, maman, papa, ou peut-être quelqu'un qui était très proche de la maman et qui a entendu justement une fois dans l'abdomen. Ici, on parle de gain de poids. Donc, on cherche 1 once ou le 30 grammes par jour. Si jamais il y a des variations qui se font, laissez un peu le corps médical vous guider là-dedans. Il y a peut-être des problématiques qui ont été discutées avec vous, mais prime abord, c'est environ 1 once ou le 30 grammes par jour. Ce qui pourrait faire fluctuer le tout, mais c'est de regarder, est-ce que votre bébé est malade cette journée-là? Si vous avez un bébé congestionné, peut-être qu'il n'est pas en mesure de bien saisir le sein et que, justement, il n'y aura pas beaucoup de gain de poids qui se ferait dans cette journée-là ou peut-être les 2-3 prochaines journées si jamais il a été un peu enrhumé. Puis, par la suite, vous allez voir, pouf, 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 ça se déballe de l'autre côté. Donc, c'est une approximation, il ne faut juste pas rester collé à cette étiquette-là et c'est de voir la progression de bébé. Par contre, on ne voit pas toujours la progression de poids. Exemple, donc si vous avez un bébé qui prend 25 grammes par journée, mais que tout d'un coup, les pyjamas de 3 mois lui font plus dans une semaine, ça a été vraiment, cette énergie de l'alimentation a été utilisée à allonger votre bébé. Donc, il y a plusieurs choses à observer et aussi, les couches sont un gros plus pour vous à observer. C'est sûr que les nouvelles couches modernes sont super absorbantes. Parfois, il y a les petites bandes de couleurs qui vous montrent « Ah, la couche est pleine, la couche est pleine ». Mais quand on a un jeune bébé, un nouveau-né, ça n'a pas la même quantité d'urine qu'un bébé de 3 mois. D'où pourquoi, si jamais vous vous questionnez à savoir est-ce qu'il y a vraiment des bons échanges qui se font si j'allaite mon bébé, il n'y a pas moyen que je puisse analyser les millilitres que je donne à mon bébé, à moins que je tire mon lait, mais est-ce que j'ai le bon tire-lait pour vraiment avoir une bonne quantité? Il y a tellement de questionnements qui vont derrière ça. Je vous dis, fiez-vous un peu à la couche. Et même si vous avez des couches qui sont trop hyper absorbantes,
Placez une serviette comme couche à votre bébé. Je le sais, choisissez pas votre meilleure et plus belle serviette blanche, mais utilisez peut-être une serviette auquel, c'est pas grave s'il y a un peu de méconium ou que c'est mouillé, et vous pouvez vraiment évaluer combien de liquide va sortir. Vous pouvez même choisir de ne pas utiliser de couche pendant 1 heure ou 2, histoire de juste observer, OK, donc qu'est-ce qui rentre? Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui ressort de mon bébé. Et c'est souvent les meilleurs gauges, c'est les couches pleines qui vont vous le dire, ou du moins les couches mouillées qui vont pouvoir vous guider à sa prise de poids. Si jamais vous voyez des couches qui sont très très mouillées et qu'il n'y a pas justement un gain de poids, peut-être que ce serait important d'aller voir un praticien ou peut-être un professionnel juste pour vous aiguiller un peu à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce bébé-là en ce moment. Mais prime abord, 1 once, 30 grammes, grosso modo, et ça c'est bon jusqu'à partir du 3e mois. Il y a des bébés que ça va stagner beaucoup plus rapidement et il y en a d'autres pour qui la prise de poids va être très rapide jusqu'à 4 mois. Donc, c'est juste une estimation. C'est bon à savoir et c'est une bonne observation à avoir une fois de temps en temps. Maintenant, c'est à vous d'observer votre bébé, d'observer les boires ou peut-être les biberons que vous donnez. Et vous avez maintenant les outils pour juste prendre un siège, prendre un peu de distance et d'observer le tout. OK, on vient d'examiner l'alimentation, le gain de poids. Maintenant, on va juste regarder la tête du bébé. Donc, votre bébé, lorsqu'il naît, il a un certain moulage. Même une naissance par césarienne planifiée, vous allez remarquer qu'il y a des tendances d'un certain moulage crânien. C'est normal. Peut-être que vous allez remarquer des chevauchements ou peut-être que c'est un peu plus creux à l'endroit de l'occiput. Peu importe qu'est-ce que c'est, soyez juste un peu vigilant lorsque vous manipulez un peu le cou ici, de donner un peu de support. Ça se peut qu'il y ait des tensions à cet endroit-là et ça se peut que des fois la mise au sein peut être plus compliquée sur un côté ou un autre parce que justement le bébé, il est peut-être un peu raqué, il est peut-être un peu tendu à cet endroit. Par la suite, il y a aussi les yeux. Mon bébé ici, c'était mon outil de sage-femme, donc je vais juste l'approcher un instant. Peut-être que vous remarquez que les yeux sont un peu poufis. La raison pour ça, c'est que souvent après l'accouchement, il y a eu une bonne compression qui s'est faite dans la paroi vaginale et qui fait en sorte qu'il y ait un peu d'œdème. C'est normal que les paupières du bébé supérieures et inférieures soient un petit peu poufis. En plus, lorsqu'on accouche à un endroit hospitalier ou avec les sages-femmes, on se fait proposer l'onguent pour les yeux du bébé. En rajoutant l'onguent, parfois, ça peut justement créer encore un petit peu plus d'œdème. Donc, c'est quelque chose de très passager, ça va passer et à ne pas s'inquiéter. Au niveau aussi de la tête, vous pouvez en profiter pour regarder la peau de votre bébé. Parfois, vous allez remarquer qu'il y a des taches. Vous allez peut-être remarquer qu'au fur et à mesure que les semaines arrivent, il va y avoir du milium, donc des petits points blancs, un peu comme un petit acné pour bébé. Il n'y a absolument rien à faire pour ça. C'est juste, faut laisser le temps agir. C'est vraiment les doses d'hormones qui passent à travers le lait maternel qui sortent à travers votre bébé. Par la suite, vous pouvez aussi observer les lèvres de votre bébé. Lors de sa naissance, il va avoir les lèvres normales et peu de temps après sa naissance, vous allez peut-être commencer à remarquer une ampoule ou des ampoules qui se font au niveau des lèvres. Donc, c'est quand elles viennent s'adhérer avec l'alimentation au sein. Complètement normal, tirez pas sur les petites peaux, elles vont se réabsorber d'elles-mêmes. Je sais que ça a l'air un peu tannant des fois à la regarder comme « Oh, t'es-tu correct? » Oui, c'est complètement normal. Ce sont les ampoules de lait, comme communément qu'on les appelle. Donc ça,
ça vous devrait vous guider un peu pour la tête. Il n'y a pas grand-chose à faire, autre que peut-être aller voir un ostéopathe, un chiropraticien, peut-être un acupuncteur ou quelqu'un qui se spécialise en pédiatrie pour donner une petite assistance, soit au moulage crânien, soit peut-être aux tensions cervicales. Après d'observer la tête, on peut apporter notre attention sur la peau du bébé. Plus il avance en âge, donc les jours après sa naissance, peut-être vous allez remarquer justement une jaunisse du nouveau-né. Donc, vous allez peut-être remarquer que le tronc ici, ou peut-être les yeux, le visage, le dos, les fesses peuvent devenir un petit peu plus jaunes que d'habitude. C'est un phénomène qui est normal et c'est pour ça qu'on recommande chaleureusement de donner le sein au bébé à toutes les 3 heures pour justement faire une vidange de toutes ces accumulations-là dans le foie de bébé. On nettoie, on nettoie, on nettoie. On peut en profiter pour exposer bébé peut-être un 10 à 20 minutes directement dans les rayons du soleil. Donc, ça veut dire peut-être juste dévêtir votre bébé et le laisser faire une petite sieste au niveau de la fenêtre afin qu'il reçoive certains rayons du soleil pour l'aider à expulser plus rapidement toutes ces toxines qui lui donnent justement cette jaunisse-là. Si par contre, vous voyez que votre bébé traîne avec cette jaunisse-là, que les professionnels sont un petit peu alarmés, laissez les professionnels s'en occuper. Peut-être que votre bébé a besoin de traitement photo ou c'est l'exposition de lumière faite à l'hôpital ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre ou en lien avec son foie. Donc, on laisse le domaine des professionnels dealer avec les choses qui sont un peu plus urgentes. Mais prime abord, votre bébé pourrait avoir une légère jaunisse ou en avoir une qui est un peu modérée, en autant que le corps médical vous dit « tout va bien, inquiétez-vous pas ». La tête, la peau et maintenant le tronc. Vous pouvez observer chez votre bébé au niveau de la poitrine les seins. Que ce soit un petit garçon ou une petite fille, vous allez peut-être remarquer une enflure, un engorgement au niveau de leur poitrine et il arrive dans certains cas qu'il y a quelques gouttes de lait qui peuvent sortir de cet endroit. Très important de ne pas aller justement extraire ce lait-là. Laissez les choses se faire. Un peu comme avec la peau, c'est en lien avec les hormones, c'est en lien aussi avec l'allaitement. Le tout va se réabsorber. Ce qui peut se produire, par contre, c'est peut-être un bébé qui est légèrement irrité au niveau de la poitrine. Donc, peut-être mettre des vêtements qui sont très ajustés pour éviter le frottement ou il y a peut-être des bébés qui vont profiter d'avoir des choses très, très amples. Donc, tout ce qui est proche pourrait être quelque chose qui l'achale. Vous voyez un peu avec votre bébé comment il se passe. Puis aussi, le peau à peau, d'être simplement dévêtu et d'être simplement posé sur un parent, ça peut être très, très aidant justement pour des sensations un peu intenses au niveau de la poitrine pour votre bébé. Donc, il n'y a rien à faire. On observe et on laisse aller. On console si jamais ça devient un petit peu intense. Mais, prime abord, c'est ce qui pourrait se passer au niveau du tronc. Rendu maintenant à notre fameux cordon ombilical. Malgré que mon bébé, c'est un bouton pressoir, son cordon ici, ou du moins, c'est son nombril. Pour vous, à la maison, quoi faire au niveau du cordon ombilical? Dans les premières journées, vous allez voir que ce cordon pourrait suinter. Vous pourriez voir peut-être des sécrétions un peu jaunâtres, ça peut être odorant, peut-être un peu de sang sèche. C'est normal que ça suinte, c'est normal qu'il y ait des sécrétions, que ce soit peut-être un peu purulent. Ce qu'on cherche justement à éviter, c'est des odeurs très fortes où ça sent mauvais. Et ce que je veux dire par sent mauvais, ben peut-être un peu d'odeur de poisson ou une espèce de fromage très dispendieux que personne ne veut manger. C'est souvent des signes que faudrait peut-être le nettoyer, ce fameux cordon. Donc pour ce faire, on prend
le coton-tige ici et on peut le mettre dans une solution d'eau et de jus de citron. Juste le tremper et une fois que le bébé a fini son bain, juste d'aller faire le pourtour avec la solution. Puis de l'autre côté où l'embout est sèche, c'est d'aller sécher l'endroit. Ce qu'on veut surtout, c'est de ne pas laisser cet endroit-là dans de la moiteur. Donc, c'est un peu comme un pied d'athlète. On ne voudrait pas nécessairement le laisser dans un vieux bas tout mouillé. Ce pied-là qui souffre de pied d'athlète, c'est la même chose avec le cordon ombilical. Il y a certains cordons qui vont refermer l'endroit, donc la plaie, et c'est pas une plaie traditionnelle. Donc le bébé n'a pas mal à cet endroit, c'est qu'en fait c'est la peau qui va venir se refermer sur justement l'ouverture qui était l'alimentation du bébé, c'était l'échange des nutriments et tout. Donc cet endroit-là, elle doit se fermer et elle va se fermer à la vitesse de la peau, à la vitesse justement des veines qui sont à l'intérieur et des artères qui sont à l'intérieur. Il n'y a aucune vitesse recommandée. Par contre, le petit embout qui pourrait rester séché, lui peut traîner longtemps. Il peut aller chercher jusqu'à une vingtaine de jours après la naissance. Si jamais vous avez des enfants plus vieux, il arrive que le cordon ombilical mystérieusement tombe à la 7e journée, qui est souvent pas en lien parce qu'il était complètement sèche, mais parce que quelqu'un a fait « C'est quoi ça? » et le tracte. J'ai eu des expériences dans le passé où justement il y a eu de la fratrie qui a assisté à ce que le cordon tombe. Mais si vous n'avez pas de fratrie qui va assister le processus, vous n'êtes pas obligé de tracter sur le cordon et le retirer. Il va tomber de lui-même. Ce qui est encouragé, ça serait justement de mettre des pyjamas qui sont plus ou moins beaux. Parce que vous allez remarquer qu'il y a toujours une ligne sous la couche ou du moins sous la camisole ou au pyjama où il y a une ligne brune, où ça l'a suinté un peu. Donc, peut-être d'attendre avant que le cordon tombe pour mettre des belles robes ou des beaux petits pyjamas qui ne se tacheront plus une fois que le cordon est tombé. Autre que ça, vous pouvez continuer justement avec la solution de jus de citron et d'eau. Donc, c'est de mesure égale à mesure égale de sécher le cordon. Et c'est recommandé de le faire environ à tous les jours. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va vouloir donner un bain au bébé, le nettoyer avec le savon et tout, ça c'est correct, mais du moins ça fait partie du soin du bébé. Dans un 24 heures, on encourage fortement de nettoyer le cordon ombilical. Et si jamais vous voyez que le cordon a de la misère à fermer, que ça suinte, que ça sent vraiment mauvais, des fois d'aller voir avec le corps médical ou au CLSC, ils ont un langan spécial qui peuvent aider justement à fermer cette peau-là peut-être un petit peu plus rapidement. Donc, sachez vos options, c'est disponible et ça peut prendre un certain temps. Donc, attendez pour vos beaux vêtements avant de les mettre. Le cordon ombilical le fait et on descend sous la ceinture maintenant. Donc, les organes sexuels. Si vous avez une petite fille, dans ce cas-ci, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a un petit peu d'œdème dans l'endroit où les lèvres sont. Il n'y a rien à faire, vous laissez aller le tout. Vous allez peut-être aussi remarquer qu'il se peut qu'il y ait une mini-menstruation, donc quelques petites gouttes de rose ou peut-être de rouge. Encore là, c'est tout en lien avec les hormones. Ça va se réabsorber au cours des prochaines journées. Si vous avez un garçon, il se peut que vous remarquiez aussi que les testicules sont très enflés, qu'il y a peut-être justement un peu d'œdème au niveau du pénis. C'est complètement normal, ça va tout désenfler et ces hormones ont le dos large. Donc, une fois les hormones passées, le 72 ans, vous allez trouver plutôt les choses de façon un petit peu plus normale. Et comme je vous ai parlé tantôt du raisin qui devient un raisin sec, c'est aussi vrai au niveau des organes sexuels. Une chose peut-être à porter attention dans la couche, lorsqu'on regarde le système d'élimination ici, ça serait l'urine.
Dans les premières journées, vous allez peut-être trouver des petits cristaux d'urine. C'est de couleur pêche, orange, un petit peu plus jaunâtre. C'est juste à surveiller. Ça devrait durer quelques heures, peut-être 1 ou 2 journées max, et après, pouf, ça devient de plus en plus transparent l'urine. Donc, ça vient vraiment avec la coïncidence de montée laiteuse, donc vers la 72e heure. Si jamais vous voyez que ça perdure, c'est peut-être intéressant d'en parler avec un professionnel pour savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau urinaire ou peut-être que c'est juste des petits cristaux qui ont été accumulés lors de la grossesse et qui doivent être évacués. Suite à avoir examiné tout ce qui pouvait se passer en bas de la ceinture, en avant, on va aller en arrière maintenant. On va parler de l'élimination. Donc, un nouveau-né, pour ses premières selles, va avoir ce qu'on appelle le méconium. C'est une espèce de goudron qui s'étend et qui ne s'essuie pas très bien. On recommande chaleureusement de mettre une belle huile à base végétale sur les fesses du bébé afin de justement laisser glisser ce méconium sur la peau du bébé et ne pas coller et tacher la peau du bébé. Ce méconium, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, c'est tous les morceaux qui ont flotté pendant la grossesse que bébé a avalé. Des morceaux de la nougat, il y a peut-être un peu de vernix à l'intérieur, il y a peut-être des petites cellules d'ongles et d'autres types de cellules, ce qui a fait en sorte un beau gros bouchon. Une fois que on encourage l'alimentation, on aide le bouchon à sortir des intestins, eh bien, on se retrouve avec des selles qui sont un peu goudronnées, un peu visqueux comme de la mélasse. C'est très sombre comme couleur, donc ça peut être presque comme un noir, presque comme un vert armé, très foncé, un brun très foncé. Enfin, bref, au cours des jours qui vont avancer, vous allez voir une évolution dans le méconium. Et à peu près magiquement, quand la montée laiteuse arrive, c'est là qu'on commence à voir la transformation de la couleur de la selle et de la consistance. Où elle était justement un peu plus goudronnée, elle va devenir un peu plus crémeuse avec des petits morceaux à l'intérieur, un peu comme un petit fromage cottage de couleur jaune moutarde. Donc, suivez la progression, observez l'évolution des selles de votre bébé. Et pour les gens qui utilisent l'alimentation au biberon, vous allez peut-être remarquer qu'au niveau de la couleur, ça va être moins distinct qu'un bébé qui est justement alimenté par le sein. Donc, les couleurs vont rester peut-être un peu foncées au lieu d'être très vif jaune moutarde. Ça va peut-être être un petit peu plus jaune blé à la place. L'important, c'est que vous voyez quand même une progression qui se passe entre le méconium, quelque chose qui est très visqueux, quelque chose qui est très goudron, et que ça devient quelque chose qui se défait un peu plus. Peut-être un petit peu pâteux si jamais vous choisissez l'alimentation au biberon, mais en autant que ce soit vraiment plus facile à nettoyer et peut-être des petits grumeaux à l'intérieur que vous allez remarquer la progression. Donc voilà, on a parlé des selles. Ça devrait vous outiller à voir justement toutes les progressions qui se passent, les changements du bébé et les changements au niveau du parent. On a réellement fait un beau grand tour sur notre bébé et les soins du nouveau-né. J'aimerais peut-être prendre cet instant pour clore avec le rituel du bain. Donc, peut-être que vous avez entendu parler par certains concepts que c'est une bonne idée d'attendre que le bébé ait son premier bain. Peut-être qu'il y ait quelques jours même avant de recevoir son premier bain. Inquiétez-vous pas si jamais dans un centre hospitalier, on vous le propose à la 2e journée, puis vous êtes oui, c'est correct, montrez-nous comment faire. C'est quelque chose qu'ils vont vous montrer. Mais la réalité est que votre bébé est souvent né avec du vernix. Ce vernix peut prendre certaines heures, certaines journées à s'absorber pleinement. Elle sert à protéger la peau.
Donc, si c'est possible pour vous décaler le premier bain de bébé, ben c'est tant mieux. Si ça a été fait, ben c'est tant mieux aussi. C'est pas si grave que ça. L'important, c'est qu'on veut créer ce rituel de bain-là pour le bébé. Sachez que le bébé n'est pas en mesure de se réchauffer aussi facilement que nous, l'adulte. Donc, si vous avez un frisson, c'est facile, vous prenez un chandail et vous vous réchauffez. Le bébé, lui, par contre, n'a pas cette opportunité-là d'aller ramasser le doudou et juste de se mettre au chaud. Donc, ça veut dire, lorsque vous donnez le bain ou vous allez prendre justement une douche avec votre bébé, levez la température un peu dans la salle de bain, histoire de ne pas avoir trop de courant d'extrême. Donc, on veut garder le bébé le plus souvent dans la même constance. Et si on le retire de son pyjama, on enlève la couche et puis on l'amène soit dans son bain propre à lui, soit dans un bain en compagnie du parent ou encore une douche avec le parent. Vous choisissez selon votre énergie ce que vous avez le goût de faire. Et puis une fois qu'on sort bébé, mais là, ça devient facile d'attraper le bébé avec la serviette et de garder la constance dans la température. Une autre question qu'on se fait souvent poser, c'est est-ce que je dois laver mon bébé à tous les jours? Je vous dirais ce qui va faire une différence parce que des fois, le parent va bien aimer introduire le rituel à tous les jours, comme vers 7 heures, c'est l'heure du bain, puis en même temps, ça l'aide le parent à se situer dans sa journée qui a plus de nuit ni de jour. Mais ça l'aide aussi à instaurer une habitude, une routine. Une fois que le bébé a 3 mois, comprend beaucoup plus qu'est-ce qui se passe. La différence est le savon. Vous pouvez donner un bain au bébé ou une douche au bébé tous les jours. Par contre, vous n'avez pas besoin de savon à tous les jours. Vous pouvez laver la peau du bébé peut-être à tous les 3 jours avec du savon. Et les cheveux, parce que les cheveux du bébé, il y en a souvent qui n'en ont pas tant que ça peut aller à tous les semaines ou peut-être même aux 10 jours. Les choses qui sont recommandées d'être vraiment, vraiment nettoyées et ce, idéalement plus qu'une fois par jour, c'est souvent les plis dans le cou ici parce que le bébé boit, des fois il régurgite, les pyjamas restent humides, donc il se peut que dans les plis du cou, ça soit peut-être un peu malodorant, ça sent un peu le fromage, donc d'aller nettoyer là avec un linge, c'est très favorable. On peut aller nettoyer ses mains avec le linge et un peu de savon, tout dépendamment de l'âge de votre bébé, bien entendu. Et on va aller chercher les plis. Donc, qu'est-ce que je veux dire par les plis? En dessous des bras dans les premières semaines parce que c'est pas un endroit, le bébé ira pas comme ça tout de suite. Donc, le bébé a été très compact au début de sa vie et ça va lui prendre du temps avant de ouvrir grandement. Et il arrive justement qu'il y ait des sécrétions qui sont sous les aisselles et ça peut être un petit peu malodorant. Donc, on peut aller nettoyer les aisselles et bien entendu, la zone de couche. Très important de garder ça propre, les organes génitaux, les fessiers. Juste s'assurer que c'est sec, le meilleur de vos capacités avec les couches que vous avez, avec les produits que vous avez. Et en fait, juste observer les besoins du bébé. Si jamais, justement, le rituel du bain vous fait du bien, le parent, parce que ça vous situe dans une journée, ça vous donne un sens de directionnalité, ben faites-le, il n'y a rien de mal à ça non plus. Vous pouvez le faire à tous les jours et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le savon. Vous le faites quand c'est réellement le temps, environ aux 3 jours, et les cheveux, 7 à 10 jours. Maintenant, je vous sens très outillé. Je vais vous laisser savourer tous les apprentissages que vous venez de faire dans cet atelier. Et je vais vous lancer l'invitation que si jamais il y a des trucs dans lesquels on n'a pas fait mention ici, Pamela, moi Vanessa, les ressources chez Tralala sont là pour vous épauler. Si vous avez des questions vraiment sur mesure, on est là pour vous épauler à tous les moments et on va vous répondre au meilleur de nos connaissances afin que vous, le parent, vous sentiez en confiance, vous sentez que vous êtes en mesure de bien comprendre votre petit bébé et de justement naviguer aisément dans ce voyage qui est d'accueillir un nouveau-né.
Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir participé avec moi, d'avoir partagé votre temps avec moi. Et j'ai bien hâte de peut-être vous retrouver dans un autre atelier. Donc, amusez-vous, découvrez votre bébé.